c'est la dictature de la pensée progressiste. Et en fait, il y a juste un mot que je conteste, c'est que la dictature de la pensée n'a jamais existé. Ce qui existe, c'est la dictature de l'idéologie progressiste. Et c'est bien là que le bât blesse. La dictature que nous subissons, ce n'est pas une dictature de l'intelligence, c'est une dictature idéologique. Pour en débattre, je ne présenterai pas Elisabeth Lévy parce que c'est une militante du débat. D'ailleurs, elle se présentera elle-même depuis très longtemps. Elle est ici parce que cette dictature de l'idéologie, elle l'a subie, elle l'a combattue, elle la connaît, elle la fréquente depuis maintenant pas mal de temps. Chacun des intervenants va donc se présenter. Je vais commencer par Guillaume Bigot, qui va nous dire la raison de sa présence ici et qui va nous parler de ses divers engagements. On a 2-3 heures devant nous, c'est ça? 3 minutes. 3 minutes. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être parmi vous. C'est vrai, je le confesse volontiers, ce terme de droite ne me va pas très bien pour une raison très simple. C'est que il y a en ce moment, vous savez, il y a eu un débat qui a été lancé à la Société des gens de lettres, et notre camarade Régis Debray, que Elisabeth connaît bien, tout le monde connaît ici, je présente, a opposé ces deux figures de Stendhal et de Victor Hugo. Et il a notamment choisi Victor Hugo en disant que Victor Hugo, c'est la France. Le débat portait sur quel est l'écrivain qui résume le mieux la France. Et il a dit Victor Hugo. Pourquoi? Parce qu'en fait, Victor Hugo, il ne prend jamais parti, en réalité. Victor Hugo, il comprend parfaitement la levée des paysans vendéens et il comprend parfaitement la grandeur et même la férocité et la grandeur féroce de la République. En fait, la France, elle est à la fois de droite et à la fois de gauche. C'est Lamartine, on l'avait demandé à Lamartine, on dit, mais alors attendez, vous voulez siéger à droite ou à gauche? Il a dit, mais en réalité, il faut siéger au plafond quand on est français. C'est-à-dire qu'on ne peut pas préférer, on ne peut pas vouloir préférer la gauche à l'intérêt de la France, on ne peut pas vouloir préférer la droite à l'intérêt de la France. Ensuite, tout le reste relève de questions tactiques, relève d'opportunités, de fenêtres historiques. Et je crois qu'il y a une espèce d'obsession de l'histoire de la gauche des années 60-70. Comment la gauche, elle s'est arrangée avec le Congrès d'Épinay, avec le PSU, pour récupérer l'électorat communiste, suivez mon regard, et pour arriver ensuite à bousculer le pouvoir. Mais pourquoi je suis là? Je vais répondre. Parce que je crois qu'on n'est plus dans les années 60-70, on ne doit plus être obsédé par des questions d'appareil, on ne doit plus être obsédé par des questions de droite et de gauche. On est à un moment vraiment charnière où la question de savoir si on va reprendre barre sur notre destin, recontrôler l'avenir de la France, c'est la seule question qui vaille. Et moi, que les gens soient de gauche ou de droite, s'ils me proposent de reprendre le contrôle du destin de mon pays, bien sûr que ça m'intéresse en tant que citoyen. Voilà ce que je peux vous dire. Une question. Vous avez participé il y a un certain nombre d'années. C'est beau les applaudissements. Un certain nombre d'années à l'Action. Vous avez été proche de Jean-Pierre Chevènement. Est-ce que vous auriez imaginé à l'époque, un jour, de venir participer à une convention de la droite? C'était vraiment la même chose. Il y avait, peu importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Peu importe le programme, je vous assure, vous pourrez faire des tests, prenez les programmes, vous changez les logos, vous changez les étiquettes, ce sont les mêmes en réalité. Alors, évidemment, il y a, et c'est pour ça que votre initiative m'intéresse, parce qu'on sent quand même un frémissement, il y a une envie de remplacer ce qu'on pourrait appeler le paradigme, le modèle de la classe dirigeante. Moi, je crois que ce n'est pas du tout une affaire de droite et de gauche. Je pense qu'il y a une classe dirigeante, que le général de Gaulle l'a mise sur orbite en 1958, cette classe dirigeante, principalement des énarques, sans leur jeter l'opprobre, et en fait, ils ont fait leur temps. Exactement comme, vous savez, il y avait des gens extraordinaires qui ont été mis sur orbite après la guerre de 1870. C'était des professeurs, c'était des avocats, c'était des Jules, vous savez, avec les barbes là, qui reviennent à la mode. C'était les hipsters de l'époque et ils ont fait toutes les grandes lois. Les lois de la laïcité, les lois de l'école obligatoire. Ils ont été extraordinaires en 1880, 1890. Et ensuite, en 1940, c'était devenu des sénateurs ventripotents qui avaient leur maîtresse, leur place à l'opéra. Et ils racontaient le même disque rayé en permanence
Bien sûr, la ligne Maginot va nous protéger. Bien sûr, le feu tue. On ne peut absolument pas se défendre contre l'Allemagne. Il faut pactiser avec l'Allemagne, etc. Vous voyez, donc cette classe dirigeante, à un moment, elle a été grandiose. Je pense que la classe dirigeante actuelle, les ancêtres de Juppé, les ancêtres de Macron, en 1960, en 1970, ils ont amené un souffle extraordinaire à la France. Ils ont aidé notre pays. Et ils ont fait leur temps. C'est ça la vérité. Et en réalité, leurs préjugés, les idées qu'ils ont dans la tête sont devenues des idées fausses, tout aussi fausses que l'était la ligne Maginot. Et en fait, il y a un chantage, et c'est ça le sujet, la pensée unique. C'est un chantage qui est essentiellement de nature morale et intellectuelle. Pour moi, il y a un double chantage. D'abord, si vous pensez en dehors du cadre, vous êtes un salaud. Et si vous pensez en dehors du cadre, vous êtes un salaud doublé d'un imbécile. Et en réalité, il faut bien s'imaginer que la classe dirigeante, eh bien, elle est en fait grégaire. Elle a également des préjugés de classe dirigeante. Quand vous appartenez à la classe dirigeante, dire du mal de l'euro, c'est impossible. Ça vous classe immédiatement parmi les imbéciles. Vous n'avez pas le droit de le faire. Donc, on retrouve une espèce une disqualification intellectuelle. Et de la même façon, sur les questions migratoires, sur les questions de l'islam, si vous osez rappeler des faits, de simples faits, vous sortez du cadre. Il y a, comme dans les ordinateurs, erreur système. Et donc, on doit remplacer cette classe dirigeante, c'est une nécessité historique. Oui. Frédéric Sinclair, je vous pose la même question qu'à Guillaume Bigot. À quel titre êtes-vous ici ? Vous avez été proche, il y a quelques années, de Dominique de Villepin. Est-ce que vous considérez que vous avez évolué, que vous avez finalement parcouru, que vous avez d'une certaine manière transgressé un interdit en venant aujourd'hui ici ? Donc, bonjour. Je vais effectivement prendre 30 secondes pour me présenter parce que je suis probablement un des plus grands inconnus de cette convention. Donc, Frédéric Sinclair, ancien conseiller de Dominique de Villepin à Matignon. Je vais répondre tout de suite à la question. Est-ce que je transgresse ? Non, parce que Dominique de Villepin, avec tous les défauts qu'on veut bien lui accorder, a un certain nombre de très grandes qualités. On se rappellera du discours à l'ONU, c'en était une, mais il y en a d'autres. Et une de ces qualités, c'était d'être capable de coaliser, rassembler des personnes qui venaient de tous horizons différents. Et il ne m'a jamais demandé si j'étais encarté politiquement, il ne m'a jamais demandé de lui étaler un pédigré. Il m'a écouté parler, on a discuté, on a confronté des idées. Et au bout de l'entretien, il m'a demandé si j'acceptais de venir travailler avec lui à Matignon, ce que j'ai fait, ce que je ne regrette pas, et je crois qu'il est à peu près le seul homme politique aujourd'hui pour qui j'accepterais de remettre le couvert, parce qu'il a été le premier, même le seul, à me tendre la main à cette époque-là, alors que je n'étais vraiment personne. Aujourd'hui, je suis confidentiel, à cette époque-là, j'étais totalement inconnu. Vous faites de ce qu'on appelle, c'est un mot un petit peu pompeux, mais qui touche un sujet crucial, vous faites de la stratégie politique. Expliquez-nous. Alors, effectivement, j'ai commencé en faisant de la stratégie et de la communication politique. Je me suis formé en philosophie politique auprès de Pierre Manant à l'École des hautes études en sciences sociales. C'est lui qui m'a appris à lire. C'est une belle référence. Oui, c'est lui qui m'a appris à lire réellement. Et je peux vous assurer qu'on a tous besoin d'apprendre à lire. Pierre Manant était un professeur remarquable. Il sait lire les auteurs et depuis cette époque-là, je ne fais que ça, que lire les auteurs. Donc pourquoi je suis là aujourd'hui ? Principalement parce que j'ai écrit 2 livres. Le premier s'appelait « La refondation de la droite ». Donc aujourd'hui, parler de la refondation de la droite, c'est un petit peu commun, sauf que quand j'ai écrit ce bouquin-là, tout le monde, sondage à l'appui, pensait que Juppé serait élu président de la République. Macron n'était pas déclaré, Hollande s'effondrait, il ne pouvait pas participer aux primaires de la gauche, et puis Juppé caracolait dans les sondages. Et donc quand le bouquin est sorti en presse, on n'invitait pas Sinclair parce qu'on se disait « mais qui c'est ce mec qui nous parle de la refondation de la droite alors que la droite va arriver au pouvoir dans moins d'1 an ?» Et puis tout s'effondre, et là on se dit « ah mais finalement peut-être qu'il y a un intérêt, il y a effectivement peut-être besoin de repenser les fondamentaux de la droite ». J'en ai repensé 3 principalement, le libéralisme, le conservatisme et le nationalisme, auquel j'ai ajouté le christianisme. Et donc ça a lancé finalement une réflexion que j'ai poursuivie dans le 2e bouquin. Donc on était à ce moment-là après les attentats de 2015.
Le bouquin est paru en 2016. À cette époque-là, et d'ailleurs c'est un peu vrai encore aujourd'hui, on ne parlait que d'islam politique et de terrorisme. Et donc je débarque avec ce livre où j'explique aux gens que ce n'est pas le sujet. En fait, ils croient que l'islam politique et l'islam terroriste ou le djihadisme menacent la France, mais la vraie menace, c'est l'islam culturel. Oui, ça c'est très intéressant, c'est un aspect très original. Un aspect très original, à mon avis, du travail de Frédéric Sinclair, qui a écrit un livre, La droite face à l'islam. Pouvez-vous nous en dire 2 mots? Donc, le principe de base, et c'est une des raisons qui m'a poussé à venir ici, en fait, c'est questionner les concepts. En réalité, qu'est-ce que j'ai fait dans ce livre? J'ai questionné le concept de laïcité. Quand on a face à nous un phénomène communautariste, on attribue le communautarisme à un islam politique. Je vais prendre un exemple simple, le chauffeur de bus qui refuse de prendre cette jeune fille en jupe et qui lui dit « t'as qu'à aller t'habiller et tu pourras monter, pour l'instant tu restes à l'arrêt de bus » et il se barre. De l'islam politique, disons-nous, qui bafoue les principes de notre laïcité. Et en fait, il y a une double erreur de jugement. Premièrement, ce n'est pas de l'islam politique. Deuxièmement, la laïcité n'est pas en cause. Parce que la laïcité, elle n'interdit pas de manger halal. Elle n'interdit pas de se voiler dans les rues. Elle n'interdit pas de multiplier les signes d'islamisation auxquels nous sommes tous confrontés dans les quartiers, dans les centres des petites villes. La laïcité, c'est un principe politique qui sépare le politique du religieux. Or, ce principe de laïcité, il s'adresse à l'État. Et c'est la société civile qui est islamisée. Le principe de laïcité s'adresse à l'État. L'islamisation se fait de manière métapolitique sur la société civile. L'islamisation est un phénomène culturel, pas un phénomène politique. Ce chauffeur de bus, il ne va pas devenir maire de Paris et il ne va pas devenir président de la République. Houellebecq s'est planté quand il nous a dit « en 2022, vous aurez un président musulman ». En réalité, si ça arrive un jour, on sera tous morts. Par contre, le moment où il va y avoir une islamisation suffisamment forte pour que les conditions d'une prise de pouvoir politique soient possibles, localement, ce jour-là approche. Oui. C'est Gramsci, j'en termine juste avec ça, un mot. Gramsci explique que pour prendre le pouvoir politiquement, il faut le prendre culturellement. Il faut prendre un pouvoir sur les consciences avant. Et donc, c'est finalement ça qui est en train de se mettre en place. Tant qu'on ne sépare pas le culturel du cultuel, le culturel du religieux, tant qu'on ne crée pas une deuxième laïcité qui ne s'attaque plus simplement à la partie politique, mais qui s'attaque à la partie culturelle, qui protège la civilisation française et qui met des barrières pour que les impacts, les résurgences islamiques et autres ne viennent pas interférer avec une volonté naturelle des Français de développer leur culture dans leur pays, on n'arrivera pas à faire barrière. Alors, je trouve votre propos très intéressant. En fait, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que la question que l'islam pose aux Français relève beaucoup plus des mœurs et de l'anthropologie que du niveau politique. Oui. Et du coup, ça nous renvoie à notre impuissance, parce que ce n'est pas du domaine politique. Est-ce que vous êtes d'accord, Elisabeth Lévy, avec cette analyse, et vous, Guillaume Bigot? Peut-être que je vais d'abord vous dire pourquoi je suis venue, moi aussi. Absolument. Excusez-moi. D'abord, je suis venue en ami. Il y a dans cette salle vraiment... je commence à avoir atteint un âge avancé, donc il y a dans cette salle beaucoup de gens avec qui j'ai mené divers combats depuis fort longtemps. Et bien sûr, je suis venue pour porter la contradiction. Il n'y a pas longtemps, je vous raconte une anecdote, je me trouvais à un mariage d'une amie et il y avait quelques personnes de réaction pas très progressistes de ce pays. Et bon, comme on fait des fois, comme vous devez faire souvent, ils se disaient « Ah voilà, si on gagne les élections, on compose notre gouvernement ». Et à un moment, quelqu'un a dit « Ah bon, mais qu'est-ce qu'on fait de Lévy ?» Alors j'ai pensé qu'on allait m'offrir le ministère de l'Information, mais non. Et quelqu'un a dit on aura besoin d'une opposition. Voilà. Alors je suis venue pour ça. Je suis venue parce que je crois profondément que l'entre-soi, ça rend bête. Et pour commencer d'abord à vous porter la contradiction, je vais la porter à quelques éléments à quelque chose qui ont été dit dans cette salle et qui, je pense, ne nous aident pas. Parce que je crois que la question de la vérité doit être importante. Et je commence par mon cher Guillaume. On ne peut rien dire sur l'islam. Que faisons-nous les uns et les autres? Que faisons-nous toute la journée dans nos journaux, sur les plateaux de télévision, dans les radios? Je veux dire, est-ce que vraiment on est dans la même situation qu'il y a 20 ans?
Est-ce qu'on n'est pas en train de se la jouer, là? Est-ce qu'une dictature, est-ce que je serais encore là à 55 balais? Est-ce que je n'aurais pas été déjà, je ne sais pas, enfermé, tué, jeté du haut d'un avion? Donc, si vous voulez, redescendons sur Terre, quand même. Non, je ne vois pas de dictature, et je le dis bien qu'Éric Zemmour soit parti, je lui dis avec toute l'amitié que j'ai pour lui, je ne crois pas non plus qu'il y ait de tentative d'extermination des hommes blancs. Et d'ailleurs, je n'aime pas beaucoup cette catégorie, parce que moi, effectivement, je veux défendre l'identité française, mais je ne crois pas, et je ne crois pas que ce soit conforme à cette histoire que nous chérissons tous, que cette idée française postule qu'on doit être blanc pour lui appartenir. Je voudrais qu'on fasse attention. Je veux dire, je ne pense pas qu'il faille nier la dimension culturelle, ethnique, on peut après discuter des problèmes, mais je crois que tous les ethniciser et postuler nous-mêmes que nous sommes dans une guerre des races, eh bien, excusez-moi, ça va nous emmener dans le mur. Ça, je le dis parce que moi, je lis les enquêtes. J'en ai marre qu'on me dise des choses invraisemblables, tous les musulmans sont gentils ou ils sont tous djihadistes. Je vois les enquêtes, je vois la dernière enquête qui a été publiée dans Le Point par Jérôme Fourquet. Et en gros, il y a un problème d'appartenance à la République, il y a un problème de hiérarchie, puisque de gens qui préfèrent la charia à la loi de la République, dans, je dirais, 25 à 30% de la population. Toutes les enquêtes le confirment, et près de 50% chez les jeunes. C'est déjà assez inquiétant. Donc, et ça c'est la première chose, ça n'est pas la peine de noircir le tableau qui est déjà assez compliqué. La deuxième, c'est que je ne crois pas que cette bataille de la France, en quelque sorte, se gagnera sans cette masse de musulmans, effectivement, je veux dire, pour lesquels l'anthropologie a quand même malgré tout fonctionné. L'idée, si vous voulez, qu'il y a des gens qui seraient restés figés depuis 3 générations, il y a des gens pour qui l'intégration à l'anthropologie française a fonctionné, ils font des enfants comme les Français, voilà. Donc, alors, Elisabeth, est-ce que tu me permets de te contredire, la... Oui, je pense que j'aime la contradiction, voilà. Comme tu le sais. Ce qui me paraît discutable dans ce que tu dis, c'est que l'anthropologie française, Jérôme Fourquet a montré que nous étions un pays complètement, il utilise cette expression, archipélisé. Demander à des gens de s'intégrer ou de s'assimiler à une identité, il faut encore que cette identité existe. Non mais je ne dis pas qu'il n'y a pas... C'est là le fond du problème, mais à mon avis. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème. Quand on leur parle à ces petits jeunes, j'en connais un certain nombre, et qu'on leur dit vous êtes musulmans à l'époque de Noël, et qu'ils vous demandent mais vous êtes catholique, et que 80% ou 60% ou 70% des petits jeunes français qui sont autour d'eux leur disent « Ah ben non, moi je ne suis pas catholique, je ne fête rien du tout à Noël », et qui sont abasourdis, étonnés, stupéfaits, ils se demandent quelle est réellement l'identité de ce pays. Excuse-moi, mais là je ne te comprends pas très bien. Donc ça veut dire quoi? Que pour être vraiment français, on doit tous devenir catholiques? Non, ce que je veux dire, excuse-moi, ce n'est pas mon argument. C'est l'argument de Rémi Brague et l'argument d'un certain nombre de politologues et d'islamologues. Ils ont, eux, un rapport à ce qu'ils appellent la vérité. Arrête vérité... avec... Bon, attends, là je veux répondre. Attends, une seconde. La vérité est pour eux de l'ordre du révélé. Et nous avons des valeurs. Donc le combat est inégal. Les valeurs de la République ne peuvent pas faire le poids par rapport à un discours qui est celui de la vérité révélée. C'est tout ce que... Eh ben alors à ce moment-là, levons-nous et sortons. Alors Guillaume, non mais attends, je voudrais quand même répondre. Je vais vous mettre d'accord puisque je suis pas... répondre sur 2 choses. D'abord, je voudrais répondre sur... Ce que je veux te dire, c'est que le combat, la rencontre, elle est inégale. Voilà. Vas-y. Merci. La première, c'est que je viens de t'expliquer qu'à mon avis, ce « eux » et nous, il y a un « eux » et un « nous », mais je crois que si tu mets dans le « eux » tous les gens qui ne sont pas de souche, en quelque sorte, ça ne va pas marcher. C'est une simplification de langage. Eux et nous, je veux dire, voilà, tu comprends ce que je veux dire. Vas-y. Donc, et la deuxième, donc, je pense que c'est une erreur dans un combat politique de ne pas essayer d'embarquer une masse, je ne sais pas combien, mais les enquêtes semblent dire que c'est entre 50 et 70 selon les générations, de gens qui effectivement sont embarqués aujourd'hui dans l'histoire française. Je pense que s'en priver est absurde et je crois que en plus ça ne marchera pas. Voilà et la deuxième chose que je voudrais juste dire et après je te redonne la parole, c'est je voudrais dire que je suis d'accord avec Guillaume sur une chose.
On a fait beaucoup de combats avec mon ami mon ami Philippe Cohen, que beaucoup d'entre vous connaissez, avec Jacques. Quand on a fait la fondation du 2 mars, Marc Bloch, elle s'appelait, et puis on s'est fait piquer le nom. Voilà, quand on n'a plus le droit d'utiliser le nom. Quand on a fait cette fondation, nous, notre idée, c'était ça. C'était de rassembler des gens de droite et de gauche. Alors, pardon Robert, c'était encore l'idée de ton ami Gramsci, je sais pas. Je veux dire, mais l'idée était effectivement de faire de la métapolitique en rassemblant des gens de droite et de gauche. Alors, je ne crois pas que ce soit aujourd'hui, il n'y a plus tellement de gauche chevènementiste. C'est vrai que la gauche républicaine est un peu dans les choux, mais je pense qu'il ne faut peut-être pas complètement renoncer, je veux dire, à élargir le cadre. Voilà. En fait, je suis assez en désaccord avec vos deux interventions tous les deux. Je vais vous dire pourquoi. Parce que bien sûr, c'est une question de mœurs, entièrement d'accord. Ce n'est pas une question de politique et la subversion telle qu'on nous la vend est délirante. Entièrement d'accord avec Elisabeth, il faut vraiment garder son sang-froid. Je vais essayer d'expliquer pourquoi. À mon avis, la situation est tout de même assez dangereuse pour les années à venir, les décennies peut-être à venir. Mais Elisabeth, tu as raison et tort. Tu as raison, évidemment, au plan même gramscien, pour être un peu cuistre, c'est-à-dire du combat culturel, du combat des idées. D'accord ? On a, d'une certaine façon, gagné. Et Elisabeth, tu le sais bien, on avait eu ces échanges il n'y a pas très longtemps. On a beaucoup de mal maintenant à trouver des opposants. Pas pour se la jouer, pour reprendre tes termes un peu fleuris. C'est pas parce qu'on est des poids lourds et qu'on ne veut pas tabasser des petits dans la récré. Non, c'est pas ça. C'est qu'en réalité, ils n'ont plus tellement d'arguments. En fait, il y a des gens qui sont très intelligents, enfin, c'est pas le problème. Mais leurs arguments sont vraiment éculés et ça s'entend. Et ça se sent. La gauche, c'est ça ? Non, politiquement correct. Je n'aime pas cette histoire de gauche. Je pense qu'il y a, je répète, à mon sens, il y a un paradigme. C'est vraiment les idées que les classes dirigeantes ont dans la tête. Le progressisme de Macron. Vous avez à l'intérieur l'euro, vous avez à l'intérieur l'Europe, vous avez à l'intérieur le fait que les sans-papiers, ce sont les nouveaux saints, si vous voulez, ce sont les Spartacus de la mondialisation qui sont intouchables, ils ont un statut d'intouchables. Vous avez l'idée que dès que vous posez la question de l'assimilation de l'islam, vous êtes dans l'islamophobie, c'est un réflexe conditionné. On connaît cette liste. Mais est-ce que cette idéologie n'est pas en train de s'écrouler complètement ? Elle s'écroule. Oui, alors je veux répondre à Elisabeth parce qu'en fait, oui, il s'écroule, oui, on a du mal à trouver des arguments, oui, les arguments en face sont de plus en plus élimés, usés, fatigués, les gens n'y croient plus. Mais en même temps, comme dirait l'autre, le système tient. Il tient peut-être parce que le capitalisme a une plasticité extraordinaire, c'est peut-être une piste de réflexion, mais je crois à autre chose aussi. Je crois qu'en fait, tant que cette classe dirigeante, c'est presque une réalité sociologique et générationnelle. Organique. En tout cas, vous savez, pourquoi les générations comptent, pourquoi 30-40 ans ça compte ? Parce que c'est le temps de la vie, le temps d'arriver aux affaires, d'occuper les affaires et ensuite de décliner. Il faut attendre qu'ils disparaissent, en fait. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. Non, mais ils s'accrochent. Ils s'accrochent et ils ont même trouvé un nouveau visage qu'on ne citera pas ici. Voilà. Et il est tellement omniprésent, je vous signale. Je vous signale, et j'attire votre attention là-dessus. Il est tellement omniprésent que le sujet que vous avez choisi d'aborder ici, c'est contester le progressisme. Je vous demande de faire très attention au fait que quand vous avez gagné, quand vous avez déjà gagné, vous le savez. Et quand vous avez déjà gagné, vous avez les idées claires. Quand vous avez déjà gagné, vous avez une direction et un objectif extrêmement clairs. Quand vous avez déjà gagné, vous ne vous définissez jamais, au grand jamais, contre ce que les autres disent. Mon argument est simple. Il y a un chantage moral. Elisabeth, tu as raison, il est en train de s'effondrer. Il y a par contre un chantage à la compétence. Il y a un chantage intellectuel. Il y a un chantage sociologique parce que ils ont fait les études qu'ils ont fait, ils ont un réseau, ils ont verrouillé le truc, si vous voulez, et ils ont des leviers de commande, évidemment, extrêmement puissants, on pourrait les détailler, et finalement, ils nous laissent avoir le beau rôle sur le plan même culturel. Oui, peut-être la majorité culturelle a changé de camp, ils n'empêchent, ils tiennent le verrou. Les mentalités ont considérablement évolué sur la question de l'islam, les mentalités ont considérablement évolué sur la question de l'immigration. Je suis persuadé, je mets ma main à couper, qu'il y aurait une majorité dans ce pays pour stopper net le regroupement familial, qu'énormément d'enfants de Maliens et d'Algériens assimilés, parfaitement assimilés, parce qu'ils sont des millions, seraient d'accord pour voter cette mesure, et pourtant cette mesure ne sera pas votée, et vous le savez très bien. Frédéric. Donc on a parlé de chiffres, on a parlé de culture, on a parlé de civilisation, on n'a pas parlé
du modèle qui, en réalité, sert de matrice au progressisme. C'est-à-dire que le progressisme est une idéologie. Ce n'est pas un concept politique. Lorsque Emmanuel Macron place le progressisme face au populisme, en réalité, pour moi qui suis à la base mathématicien, ça pose un sérieux problème. Il met face à face, de chaque côté de l'équation, d'un côté une idéologie qui touche les droits de l'homme, les droits de l'individu, l'économie. Le progressisme, c'est la nécessité pour la société d'avancer et de progresser. Et de l'autre côté, les populistes, ou le populisme, qui est une façon de gouverner, un mode de gouvernance, un régime. Quand on s'interroge là-dessus et qu'on reste dans l'équation que nous a donnée Emmanuel Macron, populiste face aux progressistes, on oublie la réflexion politique. Tout à l'heure, vous avez entendu Raphaël Enthoven. Il a parlé pendant un bon 20 minutes. À aucun moment, il n'a tenu une pensée politique. Il est resté sur un registre moral du début à la fin. Il a enfumé tout le monde, hein, les médias compris. Les médias adorent ça. Ils adorent ça. Ils adorent des phrases ciblées, cash et morales. Le président de la République adore ça, la morale. Il ne parle que de morale. C'est quoi la morale? Où est le bien, où est le mal? Quand est-ce qu'on réfléchit à la politique? Le progressisme ne peut pas constituer une politique. Il y a un socle autour, il y a une matrice. Cette matrice, ça s'appelle le libéralisme. C'est Buisson qui a raison. Le nouveau clivage, c'est qu'est-ce qu'on met face au libéralisme. Le problème de Buisson, c'est que comme toujours, il veut choquer, il est caricatural. Ce n'est pas l'illibéralisme. Ce n'est pas ça qu'on met en face. C'est une contrainte conservatrice et une contrainte nationaliste face au libéralisme de manière à le contenir. Comment on fait ça pour le sujet qui nous occupe et duquel on parle depuis tout à l'heure, l'islam? Quand je vous parlais de la société civile et je vous disais qu'on n'arrive pas à contenir l'islamisation de la société civile, qu'est-ce qui bloque? Ce qui bloque, c'est qu'on continue de considérer le voile, le halal, le fait de ne pas serrer la main à un homme ou à une femme, toutes les manifestations de l'islam, comme un signe religieux. Et le signe religieux est couvert dans nos sociétés libérales par des libertés fondamentales, les droits de l'homme. C'est notre cadre libéral qui autorise l'islamisation de la société française. Parce que nous continuons de nourrir ce libéralisme et que nous ne voulons pas le contraindre d'aucune manière, nous continuons de favoriser quelque chose qui est métapolitique et qui passe au travers des mailles du filet. Tout à l'heure, on a mentionné les chiffres, et j'en termine avec ça, de Jérôme Fourquet. En réalité, ils n'ont fait que confirmer une analyse qui a été beaucoup plus fouillée, beaucoup plus précise, faite par Hakim El-Karoui, exactement, on sera tous d'accord là-dessus, de l'Institut Montaigne. Cette analyse, les médias ont fait comme toujours, parce qu'ils sont champions du monde pour ça. Ils vous expliquent que, effectivement, c'est très inquiétant parce que Hakim El-Karoui a segmenté en 6 catégories les musulmans de France, et qu'on se rende compte que les catégories 5 et 6, qui représentent respectivement 13 et 15%, donc 28% au total, sont en sécession par rapport aux valeurs de la République. Oui, sauf que ce n'est pas le problème, les valeurs de la République, les chéris. Le problème, c'est la civilisation, c'est la France, c'est la culture française. Et quand vous regardez la seule catégorie qui n'a aucune revendication en matière culturelle, c'est qui? Catégorie numéro 1, 18%. Ça veut dire que s'il y a effectivement que 30% qui sont en sécession politique par rapport à la France, il y en a 82% qui sont en sécession culturelle progressive par rapport à la France. Hakim El-Karoui croit qu'on va ramener tout le monde, parce que si on ramène la catégorie 2, on va réussir à avoir la 3, puis la 4, puis la 5, puis la 6. Zemmour dit non, c'est mort. La 6 aura beaucoup plus d'influence sur la 5, sur la 4, sur la 3, sur la 2. Aujourd'hui, les faits donnent raison à Zemmour. Moi, je dis, faisons bien attention où on met la barrière, mais si on doit la mettre uniquement sur le culturel, pas sur de l'ethnique, on est bien d'accord. À aucun moment, et d'ailleurs toutes les personnes qui sont là, quand elles pensent culture, civilisation, ils pensent uniquement socle culturel, socle civilisationnel, pas socle ethnique. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que peu importe la couleur, peu importe la religion, quand j'entends des personnes qui me disent l'islam n'est pas compatible avec la République, l'islam n'est pas compatible avec la démocratie, mais pardon, cette catégorie 1, 18%, ils n'ont aucune revendication, d'aucune sorte. Ils sont déjà dans la République, ils sont entièrement intégrés, ils ne revendiquent rien, on n'en parle jamais d'eux. Jamais de ces musulmans-là. S'ils sont l'honneur de la République, ça veut dire que l'islam peut être compatible, sauf que
on raisonne toujours en termes ethniques, et sur l'immigration, c'est ce qu'on va faire. Il faut raisonner en termes civilisationnels. Il faut changer de paradigme. C'est Huntington qui l'a dit. Le paradigme civilisationnel, c'est la clé de compréhension du XXIe siècle. Il faut y venir. Moi, j'ai une question tout de même à vous poser, c'est que si on pense effectivement que c'est pas possible d'opérer ce glissement, on fait quoi? Vous préconisez quoi comme politique? Parce qu'à un moment, il faut aussi le dire, c'est-à-dire dire... Ah, ce que vous... Non, vas-y. Non mais moi je suis d'abord je suis frappée par une chose, c'est que on doit parler de la liberté de penser. On ne parle tous les trois, hein, on a tous les trois parlé que de l'islam. Et vous savez, ça m'a rappelé ce que m'avait dit, je ne vais pas dire qui c'est, parce que c'était dans une conversation téléphonique, un haut cadre du Rassemblement national, qui était à l'époque le Front National, m'avait dit au téléphone, on parlait assez librement, il m'avait dit oui c'est vrai Elisabeth. Moi, depuis mon enfance, quand j'entends à l'extrême droite défendre la liberté de penser, en général, c'est pour dire des horreurs sur les juifs. Ça a changé. Je ne voudrais pas que maintenant la liberté d'expression ne nous serve, si vous voulez, qu'à nous dire tous nos problèmes viennent de l'islam, parce que je crois que ce n'est pas vrai. Et je crois, par exemple, qu'il y a un combat, me semble-t-il, très important à mener et probablement plus important, qui est le combat de l'école, qui est plus urgent d'ailleurs encore, ou au moins autant. Et je pense qu'on devrait aussi peut-être des fois changer de thème. Mais je voudrais aussi parler de cette dictature. Moi j'avais dénoncé ça dans les maîtres censeurs, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux. Hein. Cette dictature, comme on dit, alors je le mets avec des guillemets parce que je crois que c'est vraiment un mot impropre, comme totalitarisme du marché d'ailleurs, cette dictature, elle vient effectivement, elle ne vient pas d'en haut aujourd'hui. Qui sur les réseaux sociaux demande toutes les 5 minutes, dès qu'il dit un truc qui leur plaît pas, l'exclusion d'Éric Zemmour? C'est pas Emmanuel Macron. C'est pas. Alors, c'est vrai, c'est vrai. Comment? C'est effectivement de la société, et c'est pour ça que ça rend les choses vraiment beaucoup plus, je crois, beaucoup plus compliquées. Voilà. Donc, vas-y, après je. Oui. Ce que tu disais, Frédéric Sinclair, c'est tu donnes raison à Zemmour sur le plan des faits, mais tu le contredis sur le plan de la conclusion. C'est ça, en fait, ton propos. C'est-à-dire que sur le plan des faits, il est indiscutable que sur un plan culturel, sur le plan des mœurs, il y a une attitude de partition, de sécession, notamment chez beaucoup de jeunes. La conséquence, la conclusion qu'en tire Éric, c'est qu'il faut aller à l'affrontement. C'est quelque chose de cet ordre-là. Toi, tu nous proposes une deuxième voie, une autre voie. Comment est-ce que tu la définis? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le principe de l'affrontement, il viendra peut-être, pour le coup, là maintenant, je vais lâcher Gramsci, puis je vais citer un autre mec bien à gauche, c'est Foucault. Donc Foucault fait une analyse intéressante de... Michel Foucault. Michel Foucault, oui. Ah oui, pas Jean-Pierre. Il est sympa. Pas Charles de Foucault. Pas Charles non plus. Donc, Foucault dit que la guerre civile ne peut procéder que d'un effondrement du souverain. C'est-à-dire que tant que les Français, globalement, adhèrent à la structure de la République, ont confiance en elle et sont simplement en train de batailler sur le fait de savoir quel parti est capable de rétablir l'ordre qu'ils ont l'impression de voir filer, tant que ça se maintient, tant que la police républicaine est à même de faire son travail, tant que l'armée est à même de protéger les frontières... Elle ne l'est plus à même. Pardon? Elle ne l'est plus dans beaucoup d'endroits. Alors, effectivement... Donc, elle n'est plus à Marseille, elle n'est plus dans beaucoup d'endroits. Sauf que c'est très ponctuel, il n'y a pas un sentiment de désappropriation globale, il n'y a pas un sentiment de menace généralisée, on ne marche pas, moi je vis à Nice, les jours qui ont suivi l'attentat du 14 juillet, on ne se sentait pas en insécurité dans la ville. C'est pour ça que je parle de menace civilisationnelle. Et le problème de Zemmour, c'est qu'il met sur le même plan la menace politique, la menace djihadiste, la menace culturelle. Et c'est ça qui fait qu'il en vient rapidement à penser que la menace djihadiste, terroriste, est la plus importante de toutes et qu'elle peut conduire à la guerre civile. Moi, je pense que la menace civilisationnelle est la plus importante de toutes et que la désappropriation culturelle ne génère pas d'insécurité physique dans beaucoup d'endroits. Donc, il y a des solutions.
Donc il y a un moyen de renverser ça, donc il y a des contrats à passer. On parle depuis tout à l'heure beaucoup de culture, de civilisation. Il y a 3 menaces qui pèsent lourdement sur notre pays et sur l'Europe, et on peut même dire sur l'Occident. La première, on l'a dit, c'est la résurgence islamique. La deuxième, c'est le bouquin de Stephen Smith, c'est l'exode migratoire qui se prépare en Afrique. La troisième, c'est le capitalisme mondialisé. Tant qu'on n'a pas un système alternatif, tant qu'on n'est pas capable de renoncer, comme le dit Michéa, à une représentation économique du monde, c'est-à-dire que quand on regarde et qu'on analyse tout ce qui se passe autour de nous, on le fait sous un angle économique. Là, demain, vous commencez à chercher un appartement, la première chose que vous regardez, c'est le prix. Tout est tarifé, tout est marchandisé. Je ne vais pas faire mon Marx, mais quand même. Donc, tant qu'on ne sort pas de là, on ne règle pas la question civilisationnelle. Oui, mais excuse-moi, ton propos me paraît très brillant, mais on ne peut pas régler un problème de civilisation. La politique ne peut pas régler un problème de civilisation. Mais bien sûr que c'est la critique que je ferai. Mais bien sûr il nous reste 3 minutes. On nous explique, d'ailleurs, tout est comme ça. On nous explique, à commencer par les changements de climat, les phénomènes migratoires, les questions de mœurs, les droits de l'homme. En fait, ce qui est fort, c'est qu'ils ont installé dans vos cerveaux l'idée que c'est bloqué, que c'est verrouillé de l'intérieur. On ne peut rien faire d'autre, vous comprenez, la dette doit être remboursée. La France a fait 16 fois défaut dans son histoire. Allô, on va le faire 17e fois, bien sûr qu'on va le faire. Évidemment, vous ne pouvez pas réindustrialiser la France si vous restez à l'intérieur de l'euro, bien sûr, mais si vous sortez de l'euro, ça devient possible. Je ne dis pas qu'on va raser gratis, en aucun cas. Le général de Gaulle, revenant au pouvoir en 58, le plan Rueff, ça vous parle? Une dévaluation de 30%. Qui va baisser les salaires de 30% pour rendre à son compétitivité au pays? Personne. Si vous sortez de l'euro, de manière indolore, ça peut être fait en une nuit. Réveillez-vous, bon sang. Est-ce que vous pensez sincèrement que la France, qui est, et je suis entièrement d'accord avec l'analyse d'El Karoui, en réalité, sur la masse de cet islam, il ne distingue pas d'ailleurs les musulmans étrangers et les musulmans français. Il y a des gens que vous ne voyez plus, ils sont déjà fondus dans la population. On parle d'une minorité. Peut-être qu'il y a une dynamique inquiétante, mais la dynamique inquiétante, elle n'est pas que du côté de l'islam radical. Minute, je pense qu'il y a une politique d'autruche, il y a 2 types d'autruche. Et ce qui est très inquiétant pour la suite des événements, sans dramatiser à l'excès, c'est qu'on voit des autruches qui disent « l'immigration, mais enfin vous plaisantez, il n'y a aucun problème, c'est scandaleux de dire, etc. etc. » Évidemment, vous habitez à Saint-Denis, vous vous rendez compte qu'il y a effectivement un remplacement massif. Et puis de l'autre côté, vous avez le deuxième type d'autruche qui ne veut pas voir l'assimilation, qui elle, effectivement, est bel et bien enclenchée. C'est les deux autruches en parallèle. Là, il peut y avoir une collision. Parce que si vous prenez un peu de recul historique, vous vous rendez compte que la France est l'un des pays les plus généreux. La France est construite autour de ses valeurs généreuse, de droits de l'homme, etc. Et c'est probablement, ça date d'avant 1789, j'en suis persuadé. La France a une passion, disait Tocqueville, pour l'égalité, et ça date, regardez les hôpitaux à Paris, la Salpêtrière, le Val-de-Grâce, Louis XIV qui fait les invalides pour les estropiés de guerre. Il y a une longue tradition dans notre nation d'attention pour les petits et un sentiment extrêmement puissant d'égalité. Michelet a dit la Révolution a fait à l'époque nous étions 34 millions de nobles. Donc j'en viens à mon propos. À partir du moment où vous menacez l'unité politique du pays, cette politique de bienveillance, cette politique de générosité peut se renverser. Les frères, disait Lacan, peuvent devenir des fréros. Personne dans l'histoire de France n'a pris les armes ou n'a fait sécession sans le payer du prix du sang. Et c'est extrêmement dangereux. Les Bourguignons ont payé le prix du sang, les Vendéens ont payé le prix du sang, les collaborateurs ont payé le prix du sang, etc. etc. Si des gens aujourd'hui pensent sur le territoire français pouvoir fabriquer un État dans l'État, ça finira évidemment très très mal. C'est notre responsabilité historique d'empêcher ce phénomène. Très bien. Elisabeth, est-ce que tu peux faire une petite synthèse en conclusion? Non, je ne peux pas faire une synthèse alors qu'il s'est dit autant de choses, mais je suis un peu surprise de devoir défendre le libéralisme devant une salle dite de droite. Parce que, excusez-moi, je ne crois pas du tout qu'on soit dans un pays ultralibéral, ni économiquement, ni politiquement. Parce que le libéralisme, comme le disait Benjamin Constant, auteur cher à notre ami Zemmour aussi, c'est la paisible jouissance de l'indépendance privée. Et que tous les gens qui vous épient avec leur téléphone, avec leurs réseaux sociaux, etc., attaquent cette paisible jouissance. Mais je voudrais juste, pour terminer, vous livrer 2 idées. La première, c'est que si on définit un peu bêtement le progressisme comme l'adoration de tout ce qui est nouveau,
eh bien, je crois que ce serait un peu absurde d'être anti-progressiste en disant que tout ce qui est nouveau nous déplaît. Ça, je pense qu'il faut faire attention. Et la deuxième chose, Alain Finkielkraut aime bien citer un auteur qui doit être polonais, je crois, qui est Kolakowski, un politologue polonais, qui dit qu'il faut être un peu populiste, socialiste, un peu libéral, un peu conservateur. Eh bien moi, je crois que c'est vrai. Je crois que l'idée, si vous voulez, qu'on détient la pierre philosophale idéologique, il faut être tout ça, et il faut être aussi un peu populiste. Voilà. Très bien. Très bien. Merci pour votre attention. Juste un tout petit mot. Il est évident que les progressistes n'ont pas le monopole du progrès. Les conservateurs ont une certaine conception du progrès, et c'est à nous de la rendre crédible et dynamique dans l'avenir.